Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Mais maintenant, tu me poses la question, je vais vous présenter une pratique qui, elle, est extraordinaire parce qu'on vit les yeux ouverts, malgré tout. Et Douglas Harding, donc le créateur de la vision sans tête, nous a proposé de vivre cet éveil, ce retour à soi, les yeux ouverts. Et ça, c'est un beau cadeau. Parce que souvent, dans la méditation ou dans la contemplation, on ferme les yeux pour se concentrer sur cette investigation que je viens de vous proposer. Alors, est-ce que vous connaissez tous la vision sans tête? Je crois que oui. Qui ne connaît pas la vision sans tête ici? Non. Pardon? Moi, je ne connais pas. C'est qui? Parce que je ne vois pas qui c'est qui parle. Christine. Ah, voilà, excuse-moi, oui, voilà, ça apparaît. Christine, d'accord. Eh bien, écoute, on va faire une expérience de la vision sans tête. Qu'est-ce que c'est la vision sans tête? C'est un retour à soi, les yeux ouverts. Tu vois? Et bon, on en a parlé dans diverses traditions, mais jamais de façon aussi pédagogique que Douglas Harding, qui est mort en 2007. Je ne l'ai pas connu personnellement. J'ai connu sa femme Catherine, qui était une amie très chère. Je connais José, qui est une des personnes qui partage la vision sans tête et qui a écrit pas mal de livres sur ça en France. Et j'étais très touché par cet outil. Et cet outil que je vais vous proposer là m'a vraiment aidé à m'installer dans cette présence au quotidien. Alors, on va le faire un peu de façon rapide. Vous voyez que là, on est d'accord, tout à l'heure on disait que l'attention est toujours tournée vers l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que l'extérieur? Ici, c'est vers les perceptions. On est d'accord que les perceptions, il n'y en a pas 36 000, il y en a 6. Couleur, son, parce que la couleur elle est avant la forme. Hein. C'est le mental qui forme les formes. Mais au départ, vous voyez avec les yeux que les couleurs, comme un peintre qui voit que les points de couleur. C'est vous qui, avec le mental, associez une certaine forme à la théière, ou au fauteuil. Mais en réalité, par la vision, on voit que des couleurs. D'accord? Comme des... On a appris à dire que ça c'est une télé, ça c'est un HLM, ça c'est une montagne, et ça c'est un nuage. Et on a réussi à créer de la distance. Ça, c'est une habitude mentale, une construction, en fait. Mais si vous avez aucune mémoire et que vous regardez devant vous, on est d'accord, il n'y a que des couleurs. Donc, il y a la couleur, les sons, les odeurs, les goûts, les sensations et les pensées. Et quand vous avez par la vision, vous n'avez que des couleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a cette flèche de l'attention qui est toujours tournée vers l'extérieur. Donc, vous allez maintenant pointer vers, par exemple, la personne là-bas qui est là-bas sur l'écran, que vous percevez. Peut-être c'est Dan, peut-être c'est un des autres amis. Et là-bas, on est d'accord que vous voyez un visage. Le visage de la personne, d'ailleurs, vous pouvez mesurer, il n'est pas très grand, mais vous pouvez le... Pardon? Ah non, je disais à mon chat, il y a le chat qui gratte pour ouvrir, je lui dis attends. Ah, d'accord. Donc l'attention, elle est tournée vers un objet, d'accord, là-bas. Qu'est-ce que c'est qu'une perception? C'est quelque chose que vous pouvez percevoir. Hein. Il a une forme, il a une couleur, en l'occurrence, il a un nom, si vous pointez vers un visage, là-bas, donc vous faites-le, pendant que je le fais par contre, hein. Donc fais-le avec moi, avec le doigt. Donc tu vois qu'il y a une personne là-bas. Il y a un écran aussi, tu peux voir l'écran, hein, ça a un nom, ça a des limites dans l'espace, c'est apparu un jour, et un jour ça disparaîtra. Le téléphone, le portable, Dan, tout ça, ça va disparaître. C'est né, et ça va disparaître. Donc ça a toutes les caractéristiques d'une perception, d'une expérience, avec un début, une fin, des limites dans l'espace et le temps, des couleurs, des caractéristiques, voilà, un nom, etc. Maintenant, vous allez pointer vers votre cuisse.
toujours avec le doigt. Votre cuisse, bon, elle est habillée peut-être d'une jupe ou d'un pantalon, mais en tout cas, il y a des couleurs, il y a une forme, il y a des limites. Et surtout, c'est opaque. De la même façon que la tête et l'ordinateur ou l'écran tout à l'heure étaient opaques, vous ne pouvez pas voir à travers, la cuisse aussi est opaque. Ça a un nom, c'est la cuisse. Peut-être vous vous dites c'est ma cuisse. Il y a peut-être un phénomène d'appropriation, mais en tout cas, de façon expérientielle et directe, c'est une perception. Et ça a toutes les caractéristiques d'une perception. Comme la lampe, vous pouvez pointer la lampe au plafond. La lampe au plafond aussi, voilà, elle a des couleurs, formes, tailles. Elle est apparue dans le monde et elle va disparaître. Et puis, pointez maintenant vers votre poitrine, à 30 cm de la poitrine avec le doigt. Toujours le doigt pointé. Le doigt, c'est la flèche de l'attention. Elle est tournée maintenant vers la poitrine. La poitrine, c'est un objet de perception. C'est un objet qui apparaît dans la conscience. Ça a une forme, ça a une couleur, ça a une date de naissance, et je ne connais pas la date de péremption de celle-ci, mais ni d'aucune d'ailleurs, mais bon, un jour, ça ne sera plus là. Il y a un pull, bon, mais ça c'est des couleurs. Ça a un nom, hein, je peux dire c'est le corps de Dan, ou le corps de Anne, ou le corps de Mélanie, ou le corps de Caroline. Maintenant, on va opérer le geste spirituel le plus révolutionnaire, le plus authentique. Au lieu de pointer vers la poitrine, à 30-40 cm de la poitrine, vous allez pointer tout doucement vers ceux qui en vous perçoivent. C'est-à-dire que le doigt va remonter vers là où habituellement vous imaginez un visage. Vous n'en voyez pas dans l'instant puisque vous ne voyez que le doigt qui pointe vers là où vous avez l'habitude d'imaginer un visage, n'est-ce pas? Mais en réalité, est-ce que ce doigt, si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni à la pensée, est-ce que ce doigt pointe vers un visage dans l'instant présent ou vers une absence de visage? Alors, je sais bien que tu as des lunettes, mais derrière les lunettes, est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière les lunettes? Il y a comme des lunettes posées dans l'espace. On est d'accord, de ton point de vue, en tout cas. Est-ce que ce doigt pointe vers quelque chose qui a une couleur, comme l'écran, comme la cuisse, comme l'ami? Ou est-ce que ça pointe vers une absence de couleur? Est-ce que ça pointe vers une forme? Ou plutôt une absence de forme? Est-ce que ça pointe vers quelque chose qui naît et meurt? Qui a une naissance, qui a une date de péremption ou un âge? Non? Donc, mon expérience, c'est sans âge, sans forme, sans couleur. Est-ce que ça pointe vers quelqu'un? Non. C'est une absence de personne. Il y a un espace ouvert, transparent, clair. On pourrait à la rigueur dire que ça pointe vers quelque chose qui est conscient, par contre. On sait qu'il y a de la conscience vers là. Mais c'est tout. Mais ce vers quoi ce doigt pointe, en même temps, bon, c'est sans couleur, c'est sans forme, c'est sans âge, mais si vous prenez l'autre doigt de l'autre main, et que vous pointez maintenant vers l'extérieur, vous voyez bien que le doigt qui pointe vers le vide, vers l'absence de visage, en même temps, ce sans visage accueille tous les visages là-bas dans la vidéo. Cet espace ouvert ici, sans couleur, accueille la couleur là-bas, dans la pièce. Cette transparence ici accueille l'opacité là-bas. Ce sans forme ici accueille toutes les formes ici. Waouh, incroyable. Ici, il n'y a pas de nom, mais ça accueille tous les noms. Tous les objets, ils ont un nom. Les personnes aussi, les amis qui sont ici présents. Ici, il n'y a pas de pensée. Et ça accueille aussi les pensées. Alors, je ne vais pas diriger, il n'y a pas de lieu des pensées, mais cet espace, il est sans pensée et il accueille les pensées quelque part. Vous voyez? Et cet espace qui est ici, il accueille tout ça. En fait, ce que je suis n'est pas dans le monde. J'accueille les amis, l'ordinateur, la pièce et l'univers entier. Cet espace ici, il est sans fond. Comme disait Maître Eckhart,
C'est un fond sans fond. Par contre, tout ce qui apparaît dans cet espace semble avoir des limites. Mais l'espace lui-même, là, quand vous pointez vers l'absence de tête, là, vous ne pouvez pas dire où ça s'arrête là, dans votre expérience directe. C'est infini vers là. C'est abyssal, c'est mystérieux. Donc tout d'un coup, vous avez révélé au-dessus de vos épaules une absence de tête. Or, nous sommes pris pour une tête depuis que nous avons 2 ans. On nous a dit, mais tu es cette tête dans le miroir. Et exclusivement. Et j'ai vécu toute ma vie, enfin une grande partie de ma vie, en pensant que j'étais Dan et que j'étais ce visage, parce que on s'identifie plus au visage qu'au coude, au genou, hein, ou au dos. C'est comme ça, c'est très important dans notre identité d'humain. Donc je me suis pris pour ce visage, je l'ai imaginé au-dessus de ma tête en permanence, donc il faut faire des efforts colossaux pour imaginer qu'une tête est ici. Une tête avec les goûts, avec ses usages, avec ses préférences, avec son caractère, avec son histoire, avec ses j'aime, j'aime pas. Il y a toute la panoplie de la personne qui va avec cette tête, hein, qui est personnelle. Et je suis entré en relation avec les hommes, les femmes, mon travail, la nature, les animaux, les livres que j'ai lus, les œuvres d'art, tout, la musique, souvent à partir de cette tête. Alors quand j'écoutais une musique très belle, ou quand je voyais un visage magnifique, que je tombais amoureux, ou que je voyais un beau coucher de soleil, ou que j'étais touché par un animal ou un chant d'oiseau, j'oubliais ce visage momentanément. Et puis il revenait. Mais maintenant, quand je pointe vers ce visage ici, je ne le vois pas, je ne le trouve pas. Et en fait, l'éveil, c'est pas se couper la tête pour les autres. C'est reconnaître pour vous-même qu'ici et maintenant, à 0 cm de vous-même, vous n'avez pas de visage. C'est s'éveiller à ce 0 cm. Pourquoi je parle de 0 cm? Parce que je vois bien qu'à 50 cm d'ici, je vois le visage de Dan. Je suppose que vous aussi, non? Enfin, toi, Christine ou Mélanie, vous voyez votre visage dans le téléphone ou avec les autres amis ou avec moi. Donc Dan, il est bien là-bas, il est là-bas, c'est mon apparence publique, c'est ce que je donne à voir, ce que je vous donne à voir. Mais de mon point de vue, je vais maintenant faire une expérience spirituelle profonde, je vais vous montrer ce que moi je vois. Et je pense que vous voyez la même chose. Vous ne voyez pas votre propre tête, d'accord? Il y a un espace ouvert. Cet espace, il a toujours été là. D'accord? Il a toujours été là. Les mains apparaissent dans cet espace. Les pieds, les jambes, le buste apparaît dans cet espace. Lorsque vous prenez conscience de cet espace au-dessus de vos épaules, vous prenez conscience de la même présence que nous avons explorée tout à l'heure. Sauf que vous le faites les yeux ouverts. Maintenant, si on va plus loin, on nous a dit qu'on était face à face. Et si quelqu'un là rentrait dans ma pièce ou dans votre pièce, il vous dirait à juste titre, Christine, Mélanie, Caroline et Dan sont face à face, même si on est assis dans un salon et que face à nous, il y a l'ordinateur. Très bien. Pourquoi est-ce que c'est très important de savoir si c'est vrai? Est-ce que de mon point de vue qui est ici, hein, est-ce que de mon point de vue, c'est-à-dire cet espace ouvert au-dessus de mes épaules, et face là-bas, à face ici,
Ou est-ce que je vois la face, les visages là-bas, à une absence de visage ici? Pourquoi c'est important? C'est essentiel. La plupart de nos plus grandes joies qui semblent venir du monde nous viennent de la relation avec les autres. Et nos plus grandes peines qui semblent venir du monde semblent aussi venir de nos malheurs avec les autres. L'autre peut me juger, l'autre peut me condamner, l'autre peut ne plus m'aimer, voilà. Donc c'est important de savoir quelle est la relation que j'entretiens avec les autres. Or, la société et le langage nous disent qu'on est face à face. Si je suis face à face, si j'ai mon visage ici, ou pourtant j'en vois pas, et que je crois que j'en ai un, c'est-à-dire que j'oublie de regarder vraiment, je suis inconscient finalement de ma vraie nature d'espace, au-dessus de mes épaules, et j'imagine, comme je l'ai fait pendant 30-40 ans, un visage, alors je vais être en face à face. Je vais du moins l'imaginer et je vais le sentir. Si l'autre juge, damne, je vais souffrir. Si l'autre me quitte, je vais souffrir. Et Dieu sait si j'ai souffert quand je me prenais pour quelqu'un. Combien je me suis battu aussi des bagarres de rue, parce qu'on m'insultait, ou que j'ai répondu, parce qu'il y avait un visage. Ici. Vous le voyez, mais moi je ne le vois pas. J'ai cru qu'il était là. Et donc, mes relations étaient conditionnées par cette croyance que j'étais en relation de face à face. Dans Huis clos de Sartre, que vous avez peut-être lu ou entendu parler, c'est une pièce de théâtre où 3 ou 4 personnes se retrouvent en enfer. On dit à un moment donné, l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres parce que l'autre peut me juger, il peut me réduire à rien. Mais il peut réduire quoi? Il peut juger quoi? Si je suis cet espace ouvert, l'autre, est-ce qu'il peut vraiment insulter un espace? Est-ce que s'il m'insulte, je cesse d'être cet espace? Même s'il crache sur mon visage, je peux l'essuyer, nettoyer. Je peux aussi me battre dans cet espace, mais il ne peut pas insulter cet espace qui est ici, réellement. La bataille peut avoir lieu, mais si je suis vraiment cet espace, il est peu probable que je ressente une contraction, c'est-à-dire que je m'identifie à une souffrance lorsque je suis insulté. Alors, est-ce qu'on est vraiment face à face? N'est-il pas évident que vous voyez les couleurs du visage de l'autre là-bas, mais ici, de votre côté, est-ce qu'il y a des couleurs? De votre côté à vous, là-bas, est-ce que de votre côté il y a de la couleur? Ici, il y en a pour vous. Le visage de Dan a des couleurs. Je vous l'offre, mon visage. Mais vous, de votre côté, il n'y a pas de couleur. Moi, j'ai des formes dans mon visage. La forme du nez, la forme des lèvres, la forme des yeux. Vous, est-ce que il y a une quelconque forme de votre côté? Le visage de Dan, il a des rides, il a un âge, 56 ans. Il est né, il va mourir. Est-ce que vous, de votre côté, il y a un visage, un âge? Non, c'est ouvert. Pour connaître le visage de Dan, il faut du temps. Même si vous êtes en couple, parfois on a l'impression de connaître l'autre. Mais un visage, c'est comme les cathédrales de Monet. Il y en a peint 4 ou 5 le même jour. Elles ont toutes des couleurs différentes, selon la lumière du jour, selon s'il y a une lumière tamisée, selon si on s'est mal réveillé, selon qu'on n'a pas dormi. Le visage change, il est vivant. Donc il faudrait un temps infini pour compter tous les poils de la barbe de Dan et tous les points et tous les sourcils et les cheveux. Un temps fou. Tandis que de votre côté, est-ce qu'il faut du temps pour reconnaître le sans-visage de votre côté? Est-ce que c'est pas immédiat, direct? Ouais.
directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de temps. C'est ça la voie directe. C'est que vous pouvez connaître, vous reconnaître comme étant sans visage. Vous pouvez reconnaître votre visage originel, comme on dit dans la tradition zen, qui est d'être sans visage, immédiatement. Simplement en vous comparant avec l'autre. L'autre, il a des jambes comme moi, il a des bras comme moi, il a un buste comme moi, mais moi, j'ai pas de tête. Nous ne sommes pas symétriques. Bien sûr que je sais, hein. Ma mère a pensé à un moment donné que, quand j'ai découvert ça, que j'étais un peu... Je sais que j'ai une tête pour les autres. Mais entre mes deux oreilles, je ne fais pas l'expérience d'une tête. Vous pouvez saisir vos oreilles, vous allez voir. Personne ne vous regarde, j'espère. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux sensations ici? Visuellement, moi j'expérimente une transparence, un ouvert, un mystère, qui accueille le monde, qui dit oui, qui refuse rien, qui est complètement ouvert. Et alors, est-ce que vous pouvez trouver vraiment une distance entre cette ouverture au-dessus de vos épaules et les couleurs? Ça, c'est plus difficile parce qu'on est conditionné depuis longtemps à penser la distance. Effectivement, si vous vous prenez pour un corps, et il y a de la distance, bien sûr, entre deux corps, entre le corps et le mur là-bas, entre le corps et l'ordinateur. Mais est-ce que si vous vous déposez dans cet espace, et vous êtes cet espace, est-ce que réellement il y a une distance entre cet espace conscient au-dessus de vos épaules, cette transparence, et les couleurs? Est-ce que vous ne pouvez pas voir que toutes les couleurs qui semblent être là-bas sont en réalité ici, sur l'écran, ici? Comme un film en 3D, mais sur un écran plat. Vous voyez, je vous amène à percevoir le monde d'une toute autre façon. Alors, ceci est un petit peu moins évident, il faut prendre du temps, enfin ça dépend, hein, peut-être que certains d'entre vous le vivent, donc j'aimerais bien savoir, est-ce que vous vivez une distance entre l'espace au-dessus de vos épaules et les couleurs, ou est-ce que vous pouvez pressentir qu'il n'y a pas de distance? Voilà, il faudrait, pour qu'il y ait une distance, que vous puissiez me dire où est-ce que cesse l'ouvert au-dessus de vos épaules et le mur et la caméra. La perspective, c'est un apprentissage, et c'est pour ça que dans l'histoire de la peinture, c'est apparu assez tardivement. Les enfants, mes enfants, alors, ils ont 4 et 6 ans, ils n'ont pas encore appris la perspective. Tout est sur le même plan. Parce que quand on est enfant, on voit le monde comme ça aussi. Même si on a appris un peu les distances. On vit dans cette magie. Et là, vous êtes, quand vraiment vous vivez en vision sans tête, tu me demandais une pratique très directe et très efficiente. Je n'en connais pas de plus efficiente que la vision sans tête. Ça a été pour moi gratitude à Douglas Harding, c'est vraiment un génie, parce qu'il n'y a pas... Les enseignements spirituels de non-dualité n'ont pas changé depuis 6000 ans, hein. C'est pas comme la science qui analyse le comportement de la vie pour le prévoir. La spiritualité s'occupe de la nature de la réalité, pas du comportement de la réalité. Et donc la spiritualité n'a pas changé, c'est la même nature depuis toujours. Mais quand même, c'est une percée, Douglas Harding, parce que c'est la première fois dans l'histoire humaine qu'on a accès à la non-dualité par le biais de la vision de façon aussi pédagogique. Et donc c'est pour ça que sur mon prochain album, là, Sad Songs, là, qui va apparaître d'ici 2 semaines,
rendu hommage à lui à plusieurs reprises dans certaines chansons, parce que waouh, ça a bouleversé ma vie de vivre en vision sans tête. Et ça m'a allégé d'un poids incroyable. Et ça m'a permis d'entrer en relation avec des êtres, avec des jugements, avec des apparentes, ce que j'aurais appelé avant des agressions, des contrariétés, la famille, c'est un gros morceau la famille, hein. Des gens qui veulent absolument vous remettre dans leur boîte, et dire qui vous êtes. Et quand vous vivez en vision sans tête, tout cela n'a pas plus d'effet que l'eau sur les plumes d'un canard. Parce que vous êtes, même quand vous regardez vers le haut, vous n'avez plus de corps en fait. Le corps, il apparaît en vous. Et c'est mystérieux d'ailleurs de regarder vos mains. J'ai un ami qui s'est éveillé comme ça sa vraie nature en contemplant, entre guillemets, sa main. C'est complètement mystérieux. Ça apparaît, c'est un peu comme si vous viviez le premier instant du monde, quand vous regardez en vision sans tête. Waouh, c'est transparent, c'est ouvert. Et vous êtes un peu, c'est étrange parce que une ex-compagne avait des adolescentes et un jour on lui a offert une caméra, enfin un jeu vidéo immersif, hein, des lunettes de réalité augmentée. Et en fait, ce qui se passe quand on se met des lunettes je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé, et on a l'impression finalement de se retrouver en vision sans tête en fait. Non mais je connais. Et c'est pour ça que ça fascine les adolescents, parce que du coup le monde a l'air plus réel, plus beau, en tout cas dans un premier temps. Et en fait, on retrouve ce goût de l'exploration, ce goût de l'intensité des saveurs. Quand vous mangez quelque chose, là vous voyez Dan qui mange, mais des figues d'ailleurs, mais si je mange ici, là, et vous mangez comme ça, ça rentre dans l'espace. Vous ne goûtez pas de la même façon. En fait, tout apparaît à vous. Ce regard qui est ici, il n'est pas actif. Nous, on a l'imaginaire de quelqu'un qui regarde quelqu'un. Non, 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 non. Le monde apparaît en vous. Vous êtes totalement passif. Vous êtes ce grand ouvert, ce grand mystère. Vous voyez ? Donc ça déconstruit. C'est une façon merveilleuse de déconstruire le fantôme moi-je. De réaliser que, comme disait Douglas Harding, le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où j'ai réalisé que je n'avais pas de tête. Alors évidemment, on a une tête, mais elle est pour les autres. L'éveil spirituel, c'est qui suis-je et pour moi-même. Attention, c'est pas qui suis-je pour les autres. Qui suis-je pour moi-même? Moi, 0 cm, je suis désolé, j'ai pas de tête. D'ailleurs, c'est rigolo, Dan, dans l'exercice là que j'ai fait avec vous. Je sais pas pourquoi, c'est un jeu de caméra, mais j'ai trouvé ça très drôle. Je me vois pas, parce que d'habitude, quand on est à plusieurs, on se voit en caméra en face. Oui. Et du coup, c'était encore mieux, parce que tu vois, dans l'expérience directe, ça fait vraiment une conscience élargie, c'est-à-dire, je vois vos visages dans les petits carrés, je vois l'écran, je vois mes affiches au-dessus, je vois, enfin, du coup, c'est vraiment, et c'est assez rigolo, l'élargissement, tu vois, de ne pas se voir en plus en miroir, c'est encore plus savoureux, j'ai trouvé, parce que je l'avais déjà fait plein de fois, mais là c'était... Ouais, c'est rigolo. Et si je peux me permettre, j'ai noté là sur le chat le nom, j'ai écrit le nom là, de José Leroy, La Vision sans tête, Douglas Harding. José, il a un site alors, qui est facile à trouver en tapant José Leroy, et où il partage les expériences. Et je crois qu'il y a 6 exercices de mémoire. Il y a celui que tu nous as proposé ce soir.
Et puis il y en a d'autres. Ah non, Voilà, si mais ça vous des intéresse. exercices, il y en a 62. Plus, Ouah. José a bien connu Douglas dès les années, je crois, 90. Il a été ami proche de Douglas et ça a été, c'est vraiment une voie d'éveil. Hein. Ça a été, pour moi, ça n'a pas été l'unique. Moi, j'ai approché plusieurs voies, mais José, il a vraiment approché, pas exclusivement, il vient du Zen, mais vraiment la vision sur la tête a été vraiment la voie quasiment exclusive pour lui. Et il propose des stages magnifiques et exclusivement avec la vision sans tête. Et donc il a publié plusieurs livres, dont certains avec sa femme, là, celui qui s'appelle 62 exercices au quotidien. Et donc, mais par contre, il faut les faire. Il ne s'agit pas de, comme souvent on regarde les satsangs et on entend des choses, mais on le fait de façon passive. Non. La vision sans tête, le retournement de la conscience, on doit l'opérer. Si on ne le fait pas et qu'on regarde les autres faire, ça ne marche pas. Il faut vraiment le faire. Jouer, se mettre en jeu. Et donc, Il y a un petit exercice aussi, Dame, que j'avais dû voir sur une de tes satsangs. Je sais que moi, tu vois, s'il y a un moment d'agitation où je perds cet espace ouvert, il y a vraiment quelque chose, moi, qui me remet immédiatement, facilement. Alors, il faut le faire. Mais alors, je vais peut-être te déformer, donc tu le remontreras, mais tu vois, où tu es comme oui, ça, oui, et d'un oui, coup, et d'un coup, là, tu sens l'espace ouvert, et là, ça y est, moi, ça me reconnecte en tout à deux fait. secondes à la présence. Alors, C'est vraiment voilà, éclectique. c'est une autre façon de s'ouvrir. Tu fais bien de le préciser, Caroline. Et c'est en fait l'exercice, la pratique, on va pas passer un exercice, parce que une expérience. Ce sont des expériences comme... Ouais, des expériences qui déconstruisent notre façon de voir habituelle et qui nous ramènent à la maison, vers notre vraie nature. Cette pratique-là dont tu parles s'appelle se revêtir d'espace. Alors, vous allez tous prendre donc les mains comme ça, et vous tenez entre vos mains un espace vide, d'accord? Il est complètement vide cet espace. Et parce qu'il est vide, vous pouvez pressentir que cet espace vide est atemporel, c'est-à-dire qu'il est hors du temps. Tous les objets qu'il contient sont temporels. Vous pouvez, voilà, accueillir les livres, les murs. Si la télé était ouverte et qu'il y avait une émission sur l'histoire, elle accueillerait les dinosaures, les astronautes ou les films de science-fiction. Elle accueille tous les temps. Mais l'espace lui-même est atemporel. Vous pouvez pressentir que cet espace était là avant même la construction de votre logement. Le logement est apparu dans cet espace. Donc, c'est un espace vide, complètement dénué donc d'identité. Il n'est ni féminin, ni masculin, ni français, ni allemand, ni jeune, ni vieux, ni humain même. C'est un espace vide qui accueille. Regardez, il accueille tout. Tous les êtres, là, il juge pas, il commente pas, compare pas. Il accueille, il accueille, il accueille. Comme l'espace de la pièce accueille tout le mobilier qui est là. Et quoi que vous fassiez avec ce mobilier, quoi que vous fassiez, que vous dansiez, méditiez, vous disputiez ou fassiez l'amour, cet espace accueille. Voilà. Il n'a pas de jugement, même si vous êtes là avec votre amant. Hein, l'espace, il dit oui. C'est bien de le savoir. Donc cet espace, il est ouvert et il accueille, un peu comme la présence tout à l'heure. Simplement, cet espace, il y a trois choses qui me font dire que c'est pas moi. D'abord, cet espace, il est à distance de moi, et je ne peux pas être quelque chose qui n'est pas là où je suis. Deuxièmement, cet espace ne semble pas être conscient de ce qui apparaît en lui. Je n'ai pas de preuve en tout cas. Hein. On dirait un espace neutre. Et puis, cet espace, surtout, ne semble pas être conscient de lui-même en tant qu'espace. Alors, tout à l'heure, nous avons vu que moi, vous êtes conscient de vous-même. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir cet espace ouvert comme une fenêtre, hein, comme si on tenait une fenêtre ouverte, comme ça, et on va tout doucement se revêtir de cet espace pour voir s'il nous va. Donc on va le rapprocher de là d'où part le regard, très lentement, sans toucher le visage,
Et plus on va le rapprocher de là d'où on regarde, plus le bord de la fenêtre va, figuré par les points fermés, va se flouter. Et à un moment donné, oh là 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 là, waouh, j'ai passé la tête par la fenêtre, là, où je me suis revêtu d'espace. Tout d'un coup, les bords de la fenêtre se sont dissous, et l'espace qui était là-bas, qui avait ces qualités extraordinaires hein, d'accueil d'accueil de tout ce qui est, tout d'un coup, cet espace, ben c'est l'espace à partir duquel je regarde. C'est moi. C'est ce que je suis vraiment. Parce qu'en fait, j'ai toujours été cet espace ouvert. Mais j'avais juste oublié. Pourquoi? Parce que je m'étais pris pour un visage. Je m'étais pris pour 2 petits yeux, un cerveau. Non. Vous pouvez refaire le chemin maintenant. En fait, est-ce que je regarde par 2 petites billes colorées, par 2 trous, ou par un grand œil ouvert? Non. Je suis cet ouvert. Alors vous pouvez même faire ça. Étendre les bras comme ça, grand ouvert, et vous les laissez tout doucement disparaître là, aux confins de votre périmètre, de votre champ de vision. Et tout d'un coup, effectivement, comme tu le disais, Caroline, je ne suis plus en mode sniper, en mode zoom avant. Hein? J'ai défocalisé le regard, je suis ouvert, grand ouvert, grand ouvert. Vous pouvez d'ailleurs faire cette ouverture en diagonale, de haut en bas, comme au cinéma, quand on dit une nouvelle prise, là, hop, on ouvre le rideau. Et en fait, c'est comme si vous étiez une présence, sans corps, qui tout d'un coup apparaissait, et tout d'un coup, paf, il y a le théâtre du monde qui apparaît. C'est pour ça que l'éveil, c'est vraiment, c'est cette impression que tout naît à chaque instant, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a cet étonnement, cet émerveillement qui est souvent présent. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, Dan, tu vois, d'habitude, je me vois en face et du coup, le champ est très restreint. Enfin, tu vois, l'attention, elle est focalisée sur ces petits carrés. Et là, vraiment, j'ai vraiment senti en me voyant là, waouh, c'est bon ça, hein? Tellement large. Youhou! Ben oui, parce que pourquoi il est restreint? Parce qu'on associe de la pensée avec le regard. On ne s'en aperçoit pas parce que ce sont des brumes de pensées inconscientes. Et donc, quand on fait ça, on dégage les nuages de pensée, en fait. Et on revient dans ce regard qui a toujours été là. Simplement, on ne surajoute pas dans l'expérience visuelle présente des pensées. T'es hier, quelqu'un, et donc, il faut que je fasse attention, le son, machin, truc, blablabla. On revient ici. Et ce qui est miraculeux, c'est qu'une fois qu'on est ici, on peut quand même penser. On peut penser, on voit que les pensées, elles apparaissent dans cet espace. Cet espace inclut la pensée, elle inclut même la possibilité de focaliser, hop, ça revient. Focalisation, hop, ça revient. Au lieu de faire focalisation, 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 retour. Focalisation, retour. Un peu comme penser, silence, pensée, silence. En fait, il y a un silence entre chaque pensée. Il ne s'agit pas de ne pas penser. Il s'agit juste de réaliser que je suis le silence entre chaque pensée. Et là, pareil, je suis fondamentalement cet arrière-plan de conscience. De temps en temps, pour les besoins du zoom, j'ai besoin de focaliser mon regard, mais je n'oublie pas que je suis ici. Donc il y a une sorte de double attention. Une attention vers le soi, vers ma vraie nature. Dieu, il est par là. Quand je dis Dieu, c'est pas vous voyez Dan qui pointe, mais de votre côté, c'est là-bas. On va dire l'absolu, il est vers là. D'accord? Vers là. Paf. Oh.
il a fait un superbe dessin, Douglas Harding, parce qu'il était architecte. Au centre, vu d'au-dessus, il y a je suis. Je suis conscient d'être conscient. Et ensuite, je me prends pour quelqu'un, Dan par exemple, qui apparaît là dans le miroir. On m'a dit quand j'étais petit garçon, tu es le petit garçon dans le miroir. Et donc j'ai pris le petit garçon dans le miroir, là-bas, là. Il est où là? Là. J'ai pris son visage, je l'ai retourné parce qu'il est à l'envers, je l'ai agrandi en imaginaire et je l'ai posé ici. Vous imaginez ce qu'il faut faire comme effort? Et après j'ai commencé à défendre cette image, parce qu'il ne fallait pas qu'on m'enlève mon jouet. Hein. Et donc on a commencé à fortifier cet ego, et on dit, c'est bien mon garçon, tu as du caractère. Et on a commencé à le valoriser. Dans cette société, on ne fait que ça. Et il faut qu'un enfant s'identifie, c'est vrai, mais ce n'est qu'une étape. L'étape spirituelle, une fois qu'on sait ce qu'on est pour les autres, pour les autres, je suis Dan, j'ai 56 ans, je chante à l'opéra, blablabla, donc ok, ça va, je le sais, pas la peine de le répéter tout le temps. Maintenant, je découvre ma vraie nature. Ah, voilà. Et j'oublie pas que j'apparais comme Dan. Mais je fonctionne en tant que cette présence non localisée. Alors on dit dans la vision sans tête au-dessus de mes épaules, mais en fait, cet espace n'est pas localisé dans l'espace de la pièce. C'est un ici qui contient l'espace et c'est un maintenant qui contient le temps. C'est hors du temps et de l'espace. Ça n'a rien à voir en fait. Quand vous allez commencer à refluer vers ici, vous comprenez que ce que vous êtes, ça n'a rien à voir avec le monde. C'est ça qui est complètement fou, c'est étrange. Le monde, il apparaît comme ça à chaque instant. Alors bien sûr, après, le corps, quand vous commencez à vivre comme ça, petit à petit, le corps va commencer à déconditionner ses façons d'entrer en relation avec les autres, de danser, de faire de la musique, de manger, de faire l'amour, de considérer les animaux, de voyager. Parce que vous allez de plus en plus voir que comme il n'y a pas de séparation entre vous et l'autre, vous et l'animal, vous et la nature, il va y avoir des effets dans le monde. Vous allez commencer, d'abord vous revenir à cet espace, et ensuite vous allez manifester cette nature transparente, lumineuse, accueillante, en tant que personne. Mais ça prend du temps. Pour la plupart des gens, pour moi en tout cas. Peut-être que Ramana Maharshi, paf, ça a été direct, mais en général, pour la plupart des gens, pour que cette vérité qui se réalise ici s'incarne dans le corps, dans les relations, dans sa façon de se comporter en relation avec les autres, ça prend du temps. Parce qu'on a nos anciennes habitudes qui vont venir, bien sûr, et le personnage va de temps en temps revenir, et puis simplement on pratique ce retour. Vous voyez. Alors maintenant, j'aimerais savoir comment vous le vivez, par exemple, Christine. Comment est-ce que ça vous touche ou pas? Si, les exercices, je sais pas si on peut appeler ça des exercices, ce qu'on vient de faire là, c'est vrai que ça c'est idiot ce que j'allais dire, parce que ça concrétise, alors que c'est quelque chose de pas concret, mais ça rend, j'ai pas les mots. Je comprends. Ça rend vivant et ça te fait expérimenter ce que tu as lu, peut-être. C'est ça, oui. Très bien. C'est génial. Parce qu'il faut... Moi j'aime faire des expériences. Et c'est pour ça que mon stage de 9 jours, là, il y en a un où il y a encore des places le 15 juillet. Il n'y a pas beaucoup de monde, on est maximum 8. Un peu comme aujourd'hui, on n'est pas très nombreux. En fait, il faut prendre le temps aussi. Bien sûr qu'on peut faire des 700 à 400, à 1000, 2000 personnes, mais chaque personne a ses propres résistances, sa propre histoire. Et parfois, il faut prendre du temps pour chaque pratique.
Et donc je fais des stages où on est maximum 8, et on fait beaucoup de pratiques expérientielles. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous le viviez. C'est pas que vous ayez appris des notions sur la non-dualité, ou je ne suis pas un conférencier, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas philosophe, même si j'ai étudié la philosophie. Ce qui m'intéresse, voilà, ce qui me touche, c'est que tu commences à le vivre. Tu vois. Et qui est ce waouh, hein, c'est l'émerveillement. Dans l'évangile de saint Thomas, 3e logion, c'est le manuscrit qui n'est pas reconnu par l'Église comme un évangile officiel, mais c'est le plus beau, c'est le plus non-duel, le plus authentique à mon sens. L'évangile de Thomas, donc le 3e logion, Jésus dit ne cessez de chercher jusqu'à ce que vous ayez trouvé. Quand vous aurez trouvé, vous serez étonné. Quand vous serez étonné, vous serez émerveillé. Quand vous serez émerveillé, vous régnerez sur le un. Parce que vous êtes le un qui contient le monde, il n'y a pas de séparation. Donc, bien sûr que la recherche, on doit savoir où on cherche. Il faut avoir quelqu'un qui vous guide, qui retourne l'attention vers vous. Et vous devez suivre cet enseignement. Mais bon, c'est un doigt, hein. Vous n'avez pas besoin de rendre hommage au doigt. On peut rendre hommage à Douglas comme je l'ai fait dans une chanson, on peut avoir, mais on ne vous demande pas d'aller prier pour ça. On vous demande juste de vous retourner. C'est simple. Par contre, voilà, il faut se mettre en jeu, il faut y jouer encore et encore, parce que cet émerveillement, il va grandir. Et donc c'est pour ça que dans le stage de 9 jours, on ne cesse de faire comme ça des expériences très concrètes, encore et encore toute la journée, et ensemble. Et vous apprenez d'ailleurs à vous accompagner les uns les autres à partir de ce que je fais. Mais je trouve que c'est vrai que moi c'est pareil, j'aime beaucoup lire, j'ai une grande curiosité intellectuelle, mais je crois qu'à un moment il faut arrêter de m'ouvrir la tête, quoi. Et voilà, la pratique, ça apporte autre chose et ça ouvre autre chose, quoi. Ah oui. Et après, c'est vraiment ça. Et après, ce que je fais en thérapie non-duelle, entre guillemets, c'est une thérapie, mais c'est juste qu'on prend soin de l'être, on prend soin de cet espace, et bien sûr de ce petit humain qui est là aussi et qui a toute sa place. Mais maintenant, il faut accueillir le petit humain avec ses contradictions, ses paradoxes, ses désirs et ses peurs inavouables, ses zones d'ombre. Son obscurantisme, ses confusions, ses doutes, mais il faut l'accueillir dans cette présence de la vision sans tête. Ou de la présence, hein, on peut. Mais il faut faire monter tout ça là-dedans, pour se réconcilier avec ce corps. Parce que si on ne fait pas ce travail, ou cette mise en lumière de nos zones d'ombre, on va être rattrapé. Parce que le fonctionnement, l'école, la société, les médias, les amis, la famille, le travail, la rue, tout ignore ça. C'est le plus grand tabou de la civilisation. C'est ça. C'est cet espace ouvert qu'elle a. Et les gens, ils étaient assassinés au XIIIe siècle pour enseigner ça. Marguerite Porete a été brûlée sur le bûcher. Hallaj, le poète, qui a dit « Je suis la vérité », en arabe ça veut dire « je suis la vérité ». Parce qu'il a découvert, oui, je suis, comme Jésus le dit, je suis le chemin, la vie, et comment il dit la vérité. La vérité. Ça veut pas dire que c'est lui qui l'est. Ça veut dire que c'est le jeu qu'il est. Le jeu, on a chacun un jeu. Et c'est ce jeu-là qui s'éveille, qui se rappelle, ah oui, je m'étais pris pour un petit humain. Tout d'un coup, l'humain, il rigole un peu, oui, il écrit des poèmes ou des chansons, ou il fait ce qu'il veut, ou il reste en silence. Mais c'est l'espace qui se reconnaît lui-même, c'est pas la personne qui s'éveille.
Dan, il n'est pas éveillé, Dan, c'est un humain. C'est ça ici qui s'éveille, voyez-vous là, c'est ça. Cet espace-là, oui. Et c'est le même espace en chacun de nous. Quand vous découvrez votre vraie nature, vous découvrez la vraie nature de toutes les créatures. Même du chien, même du cafard. Le cafard, il voit à partir du même espace que vous. Il ne le sait pas, il ne le goûte pas, il n'est pas capable sans doute de ramener la conscience vers la conscience. Mais il regarde à partir de cette même absence d'ego. Mélanie, on t'a pas beaucoup entendu ce soir. Ouais, bah, pas grand chose à dire, c'est complètement psychédélique de toute façon à chaque fois. Ces expériences. Ouais, c'est. C'est trop bien. Moi j'adore me balader dans la rue et faire le double pointage. Ouais. Parce qu'il n'y a pas besoin de passer par la pensée, c'est juste un geste. C'est ça. Et tout d'un coup, tu vois, t'as fait, parce que je connais un peu Mélanie, elle est venue en satsang, et je sais que tu es traductrice de tibétain, donc on n'a pas besoin d'apprendre le tibétain pour s'éveiller à sa vraie nature. On n'a pas besoin de lire les grands textes bouddhistes tibétains, on n'a pas besoin de lire les Upanishads, on n'a pas besoin de lire Marguerite Porete ou Maître Eckhart. J'adore parce que c'est des rappels aussi. Voilà, 1500 pages. Vraiment pour les amoureux de la non-dualité, c'est une bénédiction parce qu'elle vient d'être traduite dans un français enfin contemporain, compréhensible pour tout le monde. Et c'est la première fois en France qu'il y a l'intégralité des sermons de Maître Eckhart. Mais voilà, c'est pas intellectuel. On revient dans un espace de non-savoir. Parce qu'en fait, moi, comme je le disais dans une publication sur Facebook aujourd'hui, j'ai passé des années à parcourir les différentes, enfin en tout cas un certain nombre de traditions non duelles. Et donc je voulais quand même comprendre, et je ne comprenais pas les différences de style entre les différents messages, et puis il y a des nuances. Il n'y avait personne pour me résumer tout ça. Et en fait, à un moment donné, j'ai compris qu'ils enseignaient tous la même chose. C'est qu'il n'y a rien à comprendre. Et qu'à un moment donné, c'est le mental qui lâche prise, tout simplement. Mais bien sûr, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la recherche. Le mental a dû faire toutes ses recherches. Hein. C'est comme si il a pris plusieurs chemins voilà, dans le labyrinthe. Et à un moment donné, il sort, parce qu'il a épuisé tous les sens issus. Et la sortie, c'est quoi ? C'est quand le mental se rend compte qu'il ne peut pas trouver la vérité, ou la paix, ou l'amour, ou la joie par lui-même. Le mental pointe, mais après, voilà, il ne sert plus à rien. Le mental doit, à un moment donné, abdiquer. Ça s'appelle l'humilité. Et ça, c'est, je crois, le cœur de tout message spirituel, c'est l'humilité. L'humilité, c'est une humilité sans personne de humble. C'est l'espace, on va dire, qui est humble, par nature. Donc c'est cette disparition de la personne que je croyais être au centre. Elle n'est pas au centre, elle n'a pas disparu complètement, elle apparaît là-bas dans le miroir, dans les pensées lointaines, mais elle n'est pas au centre. Ce n'est pas la personne qui fait l'expérience, c'est la conscience. Et cette conscience, elle est illimitée et sans âge. La personne est expérimentée. Vous voyez, c'est un retournement de perspective complet, quoi. Et oui, comme tu dis, Mélanie nous parle de ce double mouvement que je vous montrais tout à l'heure.
vous voyez que l'espace ici accueille le plein là-bas. Le vide ici accueille le plein. Et c'est pour ça que Maître Eckhart a un très joli texte qui dit, comment il dit, faites le vide pour être comblé. Fais le vide pour être comblé. Le vide, le plein. Mais tant que je me prends pour Dan, je ne peux pas être le plein. Je peux avoir de la bonne volonté, mais je vais avoir des intentions d'être bien, d'être spirituel. Je vais allumer les encens, je vais allumer les bougies, je vais faire sonner les bols tibétains. Mais vous savez comme moi que l'enfer, il est pavé de bonnes intentions. Donc à un moment donné, on découvre un espace qui lui est sans intention. C'est un grand lâcher-prise, parce que du coup, on lâche tout, voilà, il n'y a personne au centre. Mais vous allez découvrir que si vous faites confiance à cet espace, toute chose étant égale par ailleurs, je vous promets que vous vivrez une vie, toute chose étant égale par ailleurs, en fonction de vos capacités, de votre intelligence, votre sensibilité, une vie plus éthique et plus ajustée et plus respectueuse aussi de votre corps et de vous-même, et de vos capacités. Voilà, tout simplement parce que c'est efficient. La spiritualité, elle est efficace. C'est de l'efficience. Si je vis à travers un fantôme avec des filtres, ben forcément, c'est comme une drogue mélangée avec de la morora, quoi. Non, là, on veut goûter à quelque chose de pur. Hein. On veut un shoot pur. On ne veut pas un truc filtré. On veut sentir les couleurs, on veut sentir les goûts, on veut sentir le son. On veut sentir l'amour, la paix, la joie. On ne veut pas vivre comme ça dans un truc tamisé, dans un truc flouté. Donc il y a une efficience. Et le fonctionnement de la personne se révèle être beaucoup plus épanoui. La personne s'épanouit en plus alors que vous vivez depuis l'absence de personne. C'est une espèce de paradoxe. Mais ça demande cette confiance, de faire confiance à ce que vous découvrez. Hein, comme disait Huang Po, là, qui est maître Chan, 8e siècle, le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il pense. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense, pas sur ce qu'il voit. Mais le sage s'appuie sur ce qu'il voit. Voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. Moi, je me suis beaucoup préoccupé des autres jusqu'à un certain temps. Hein? Et Dan, je trouve que la confiance, elle s'installe aussi de soi. Au fur et à mesure, je trouve, c'est tellement savoureux d'abord l'expérience que plus qu'on a envie, tu vois, de la regoûter. Et en fait, après, quand on perd la présence, on se rappelle. Donc là, on la retrouve. Et du coup, la confiance, elle vient aussi dans l'expérience directe, je trouve, et la répétition de l'expérience. Bien sûr, comme tout. Comme tout. On entend souvent le message du néo-advaita qui nous dit il n'y a rien à faire et il n'y a pas d'effort. Oui, c'est vrai, mais ça on peut le dire quand on a réalisé et qu'on est installé parfaitement dans la présence. Et quand bien même, dans toutes les traditions de non-dualité, de l'Advaita Vedanta en tout cas, quand on avait réalisé sa vraie nature, on continue à pratiquer. On ne pratique plus pour chercher, il n'y a plus rien à chercher. On pratique par amour, on pratique par célébration, voilà, parce qu'on a envie de beauté, on a envie de liberté, on a envie de... Voilà. Donc la pratique, c'est plus du tout un effort, c'est juste comme une dévotion. Mais au lieu de chanter le nom de Krishna, ou de je ne sais qui, de Jésus, on ramène encore et encore le mental dans sa source silencieuse, et parce qu'on veut vivre à partir de cette présence. Sinon, on vit comme un automate en fait. Voilà, on vit une vie d'emprunt, on vit une vie de... Ça a moins de goût.
C'est pour ça que les sages du passé, parfois comme Shankara au 8e siècle, disaient que la vie vaut pas la peine d'être vécue carrément si on ne découvrait pas sa vraie nature. Et souvent on pose la question, quel est le sens de la vie? Le sens, c'est que la vie se reconnaisse elle-même à travers vous. Après, que vous soyez balayeur ou grand artiste ou politicien ou criminel ou un prêtre, qu'importe. C'est pas l'habit qui fait le moine. Découvrez votre vraie nature. Ça c'est ce qui importe. Parce que à partir de là, tout le puzzle va commencer à se rassembler de lui-même, en fait, sans rien faire. Mais découvrez votre vraie nature et pratiquez ce retour, oui, ça oui. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et
ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de